Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre ce soir pour un live qui va préparer la première grande course d'endurance de l'année, la première des 24 heures de 2022, la Rolex 24, prononciation américaine. Donc ce sont les 24 heures de Daytona. Et pour avoir un avis éclairé ce soir sur cette course, je reçois Laurent Mercier, rédacteur en chef d'Endurance Info. Salut Laurent. Salut Alban. Bien, prêt à avoir un gros week-end? Je t'avoue, je serais un petit peu mieux sur place, mais bon, la situation fait que c'est pas que c'est pas possible, c'est que c'était compliqué de prévoir quelque chose. Donc, on va suivre ça pour la 3e année consécutive à distance. Voilà. Et en plus, tu vas travailler parce que tu nous as dit que tu allais être consultant pour Automoto la chaîne. Consultant, je ne sais pas si on peut appeler ça consultant, mais disons que je suis allé à Paris en milieu de semaine pour tourner un petit reportage sur les 24 heures de Daytona avec mes amis Guénaël Longy, Adrien Pavio et Timothée Buret. Donc c'est quelque chose qui restera diffusé juste avant la course. Hein. C'est un petit peu un before et je pense que je devrais être amené à intervenir un petit peu pendant la course, histoire de parler un petit peu de ces 24 heures de Daytona 2022. Excellent. Donc du coup, toi, tu annonces un grand cru cette année. J'annonce un grand cru cette année, ouais. On a toujours eu ces dernières années quand même des écarts qui étaient super serrés. Et je pense que cette année, il y a quand même quelques paramètres, dont un qui est très important, qui est la météo. Alors, pas forcément pour la pluie, mais plutôt pour le froid. Et donc, on sait que la réglementation des pneumatiques est différente des États-Unis par rapport à l'Europe. Et je pense que ça va être un paramètre. Et il y a aussi un autre paramètre qui est le trafic. Hein. C'est la plus grosse grille depuis 2014, depuis la convergence American Le Mans Series Grand Am. Donc, je pense qu'avec 61 voitures en piste, il pourrait y avoir un peu de grabuge. Et oui. Et surtout qu'en plus, c'est la 60e édition cette année. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, on est sur les 60e édition, 61 voitures. Donc, Laurent, répartition des nouvelles catégories, enfin 2 nouvelles catégories. On a 7 DPI, on a 10 LMP2, 9 LMP3, 13 GTD Pro, beau plateau en GTD Pro, et 22 GTD. En DPI, on a dit qu'on en avait 7 et on a 2 Acura face à 5 Cadillac. Pour toi, qui va réussir à tirer son épingle du jeu sur ces 7 prétendants au scratch, on va dire? Je te dirais ça dimanche. Ouais. Je te dirais ça dimanche. Non, mais si, c'est sûr qu'avec 5 Cadillac, évidemment, Cadillac a quand même un petit peu l'avantage du nombre, évidemment, par rapport à Acura. Maintenant, chez Acura, tu as quand même Wayne Taylor Racing, qui a quand même gagné quand même 4 fois en 5 ces 5 dernières années. Donc, c'est plutôt plus que pas mal. Donc, évidemment, Wayne Taylor part avec un avantage. Maintenant, c'est une course de 24 heures. Donc, tu sais comme moi que course de 24 heures, il peut tout se passer. Mais ça va pas être simple. Ouais, sachant que là, les dernières free practice, tout a été décalé. Il y a eu les Chip Ganassi, on a eu Wayne Taylor qui a repris aussi une FP, je crois que c'était la FP2 ou la FP1 qu'ils ont fait le meilleur temps. Donc, Non, la FP1, c'était une LMP2. Oui, c'était une P2, exactement. C'était une P2, c'était Awa, c'est ça? C'était la voiture de Pato Howard. Ouais. Donc voilà. Par contre, en DPI, il y en a il y a un team qui est devant qu'on voit pas, Meyershank. Pourtant, ils ont un bon line-up. Ouais, décevant, je sais pas si on peut dire décevant. Écoute, meilleur champ qu'aurait déjà dû en mettre plusieurs au fond l'année passée, ça s'est pas fait. Je pense ils ont quand même fait l'année passée, on va pas se mentir, ils ont quand même fait pas mal d'erreurs de stratégie. Mais bon, maintenant, c'est pas parce que tu es en retrait sur une séance d'essai que ça ne peut pas transformer en course. Écoute, moi, je vais là-bas depuis 2008 et en 2008, la première année où je suis allé à Daytona, on m'a dit non, mais Daytona, laisse tomber. Tu reviens à 1 heure avant l'arrivée et c'est là que ça va jouer. En fait, c'est pas une course de 24 heures, c'est une course d'1 heure. Bon, je peux dire que les choses ont quand même nettement évolué. Maintenant, les Américains se sont un peu, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire européanisés, mais on a quand même beaucoup moins de neutralisation, moins de safety car et tout. On a quand même plus de temps de piste, et ce qui modifie un peu les choses, alors que là, maintenant, bon, il faut évidemment essayer de rester dans le tour du leader, même si on a pu voir par le passé que tu pouvais avoir des équipes qui étaient à 6 tours quand tu partais la nuit et tu revenais le matin, ils étaient dans le tour du leader. Donc, il y a toujours des systèmes aux États-Unis qui font que le show
passe peut-être un peu avant le sport. Et ça permet évidemment, ça permet de faire des belles courses. Donc, écoute, on va voir demain. En LMP2, c'est la Coupe Oreca, si on peut se permettre, sans être péjoratif. 10 Oreca. Donc, on a le PRA Mathiasen qui sont bien placés avec Ben Keating. Alors, je sais pas trop quoi penser. Tu vois, alors bon, le plateau il se tient par rapport aux années passées, mais pour parler de Ben Keating, tu vois, il pilotait une LMP2 et piloter une DPI. Oui. En tant que gentleman driver, pas en tant que pilote pro. Je pense que ça va pas être simple pour lui. Maintenant, il est possible aussi qu'il arrive à se focaliser sur une des deux voitures en fonction des résultats. Même si tu as une LMP2 qui normalement ne devrait pas revendiquer la victoire en général, on a vu qu'il y a quand même un écart. Donc peut-être que si sa DPI est devant, on peut jouer la victoire, qui va peut-être rouler le minimum parce que on va pas se mentir, Ben Keating, ça fait partie des meilleurs gentlemen, mais c'est le seul gentleman du DPI. Donc si sa voiture est devant, peut-être qu'il va moins rouler et peut-être rouler sur la LMP2 et il gagnera quand même la Rolex si jamais c'est sa voiture qui gagne la course. Du coup, il a 2 chances d'en gagner une là. Ouais. Mais ça va pas être simple, Ça va pas être simple, parce qu'on a quand même. Il faut bien croire qu'une DPI, c'est une évolution d'une LMP2. C'est basé sur une LMP2, mais les voitures sont quand même pas totalement identiques. Et passer de l'une à l'autre quand on est gentleman, il l'a fait dans le passé en GT. Mais là, ça va pas être simple. Sachant qu'il est avec nos 2 pilotes français, Tristan Vautier et Loïc Duval. Donc, à suivre. En P2, on a quand même quelques Français. On a, on a Nicolas Lapierre sur la deuxième PRA Mathiasen. On a aussi une bonne prestation qu'on peut noter, c'est François Herriot chez G-Drive. Ouais, très bien. Ouais, alors franchement, moi je dis plutôt bravo, parce que c'est pas forcément facile quand je veux dire, François a pas beaucoup d'expérience en LMP2. Il devait faire les 24 heures du Mans, il s'était blessé en faisant du vélo, donc il n'a pas pu faire les 24 heures du Mans. Et là, François, depuis quelques années, a toujours roulé chez Ultimate, qui est quand même une équipe familiale de la famille Lahaye. Et là, passer chez G-Drive, avec René Rast, notamment, sur un nouveau circuit, à Daytona, en tant que gentleman driver, franchement, quand tu vois la prestation du Roar, il n'y a pas à rougir. Non, moi, j'ai chapeau. Bravo. Franchement, c'est vraiment une belle. Alors, c'est pas une belle révélation, parce qu'on savait qu'il était rapide, mais c'est plutôt une belle confirmation. Ouais, parce qu'en plus, il expliquait que tu avais fait un article sur lui, justement. Il expliquait que le banking, pour lui, c'était tout nouveau. Donc, écoute, quand tu arrives de l'European Le Mans Series, c'est sûr que le banking, c'est tout nouveau. Là, il va avoir la chance de faire le WEC, quand même, avec Ultimate, sur une Oreca 07 aussi. Mais je pense que pour lui, ça va être riche d'enseignements, déjà parce que partager le volant avec un René Rast qui fait quand même partie des vraies pointures et qu'on va retrouver l'année prochaine chez Audi en LMDH, c'est quand même un gage de qualité, un gage de progression. Donc non, franchement, bravo. Et on a notre tenant du titre en LMP2, Paul Louchatin, sur l'AERA Motorsport. Et on a Paul Louchatin chez ERA Motorsport, ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, après, attention, parce qu'ils ont quand même un pilote qui fait quand même pas mal de petits bois. Même si l'année dernière, cette voiture a gagné la course, mais il va quand même falloir assurer. Et puis, on a aussi, du côté des Français, on a aussi Racing Team Nederland, même si l'équipe n'est pas, l'engagement n'est pas français, il est néerlandais, mais c'est quand même TDS qui est derrière Racing Team Nederland. Et là aussi, il va falloir surveiller un petit peu, parce je pense qu'il y a un petit peu un goût d'inachevé pour Racing Team Nederland à Daytona. Laurent, en LMP3, 9 participants, 5 ligiers, 4 Duquesne. Ouais, c'est assez équilibré. On a pu voir après le Roar, après la course qualificative, que tu as quand même une Ligier en pôle, mais tu as quand même 3 Duquesne derrière. Donc on va voir si les Duquesne, qu'on fait un podium l'année passée avec Mulner Motorsport, on va voir si les Duquesne vont réussir à matcher les Ligier JSP 320. Ouais. Donc là aussi, je pense que ça va être intéressant. Alors évidemment, on entend beaucoup on va pas dire de colibets, mais on a vu que tout le monde a encore en mémoire dans le passé en American Le Mans Series, notamment les LMPC, donc les prototypes challenge qui étaient souvent en tête à queue, en travers et tout. Donc là, il va falloir aussi gérer parce qu'on a des pilotes aussi qui viennent renforcer des équipages qui n'ont pas forcément d'expérience.
Donc, bon, on va espérer que tout se passe bien. On n'a pas de Français cette année en LMP3. On n'a pas de Français en LMP3. On a Hugo de Wilde qui est Ouais, belge. qui est belge, qui est francophone. Ouais, on a Antoine Doquin aussi qui roule sur la Duquesne de 47, je crois. Ah si, donc on a un Français, ouais. Voilà, donc on a Antoine Doquin qui roule chez 47 Motorsport. Et l'année passée, on avait Yann Clairet, mais qui roule pas chez Sean Critch. Et c'est possible que ce soit que Antoine soit le seul pilote français. Ouais. Laurent, est-ce que cette année, par rapport à 2020, les LMP3 vont venir un peu troubler la quiétude des pilotes GTD Pro? 2021. 2021, pardon. Est-ce que cette année, les LMP3 vont être devant les GTD Pro? Parce que l'année dernière, on avait les GTE. Est-ce que cette année, au niveau du temps, normalement, elles devraient être devant? En théorie, oui. En théorie, oui. Maintenant, c'est toujours la même chose. En LMP3, tu as quand même un gentleman qui va normalement, évidemment, généralement moins vite qu'un pilote pro. Alors que si tu prends le GTD Pro, ok, c'est plus du GTLM, mais tu n'as quand même que des pilotes pro. Donc sur la durée, ça devrait pédaler quand même en tête du GTD Pro. Donc il ne va pas falloir perdre de temps du côté des LMP3 et on n'est pas à l'abri qu'une GTD Pro finisse devant des LMP3. Après, tout dépend aussi de la philosophie de la course. Si tu veux la pyramide, ce serait plutôt DPI, P2, P3, GTD Pro, GTD. Mais il n'est pas exclu aussi de voir une très bonne GTD venir se mêler à la lutte en tête avec les GTD Pro. Ouais, donc pour les P3, écoute, on va voir. Ouais. Alors justement, tiens, tu fais une bonne transition. GTD Pro, 13 voitures, 8 constructeurs. Et dans les 8 constructeurs, on a 2 nouveaux arrivants, dont BMW et avec la nouvelle GT M4. 4, voilà. Et on a la Corvette qui a été downgradée. Voilà, après c'est un petit peu l'incertitude, un peu Corvette. Évidemment, l'équipe connaît la voiture, mais tu as quand même, bon, tu vois, on a changé un peu l'aileron, évidemment. On a mis l'ABS, on a mis toutes les aides pour qu'elles répondent, on va dire, à la réglementation FIA GT3. Et c'est une voiture qui est une GTLM, parce que la nouvelle Corvette doit arriver en 2024. Donc, il va falloir patienter un peu. Et il y a aussi un autre paramètre qui est totalement différent pour les pilotes, c'est que jusqu'à l'année passée, on avait ce qu'on appelait des pneus confidentiels, des pneus Michelin, donc qui étaient des pneus qui n'appartiennent pas à l'équipe ni au constructeur, mais qui appartiennent à Michelin. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des pneus confidentiels, donc où Michelin ne donne pas la technologie. Et là, tu passes à des pneus, on va dire compétition client, toujours des Michelin, qui est de mémoire le S9M, où là, les pneus appartiennent, on va dire, aux équipes. Et là, Michelin, enfin, un concurrent pourrait acheter des pneus à Michelin pour essayer de le décortiquer. Et c'est pas une voiture qui a été développée pour. Et les pilotes ont l'habitude de rouler avec cette Corvette avec des pneus confis et pas avec des pneus qu'on appelle vulgairement des pneus du commerce. Ouais, on peut des pneus du commerce, on appelle ça. Ouais. Voilà. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui va aussi avoir un petit impact par rapport à ça. Et on a pu voir à la course qualif que aussi bien les Corvettes que les BMW, elles n'étaient pas forcément à la fête. Alors les BM, c'est la même chose, comme tu l'as dit, c'est une nouvelle voiture. On a fait que les 24 heures de Dubaï, on avait fait les 24 heures de Sebring au mois de novembre dernier, et pas avec un équipage pro. On a vu qu'à Dubaï, il y avait 3 voitures, les 3 ont rallié l'arrivée, mais là aussi, on n'était pas sur une philosophie pro. Bon, là, avec le team RLL, là, on est en pro et on va voir ce que ça va donner. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui cachent un petit peu leur jeu et qui sortent du bois après le dimanche matin quand il faut sortir du bois. Donc bon, on va pas faire de pronostics et c'est la même chose pour Ferrari, qui là n'est pas une nouvelle voiture. Et on a vu que la Ferrari Ridley Competition, qui est quand même magnifiquement pilotée, elle était inexistante durant la course qualif. On peut parler de sandbagging ? On peut parler de sandbagging, ça fait partie du règlement, le sandbagging. Le règlement stipule que si jamais l'IMSA, enfin le législateur en l'occurrence, se rend compte qu'il y a un constructeur qui fait du sandbagging, donc qui cache son jeu, en fait, où on n'est plus du tout dans les paramètres de la balance de performance, cette voiture-là ou cette marque-là, ou ce modèle-là peut être pénalisé, notamment si on s'en rend compte, plus on est proche de l'arrivée et plus le sandbagging a tendance à disparaître, parce que c'est là où tout le monde un peu lâche les chevaux. Et si on se rend compte du côté du législateur qu'il y a un peu de sandbagging, on peut être amené à mettre une pénalité et ça peut plomber la course. Ouais. Laurent, GTD Pro, il y a des beaux line-up quand même. On a Mix GT World Challenge et Wake et IMSA. Oui.
Ah non, mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Là, je pense Ça... que là, ça va se tirer l'amour du début à la fin en GTD Pro. Tu as des magnifiques équipes, des magnifiques équipages. Tout le monde est affûté, armé. Et ouais, je pense que là. Et je te dis, il ne faut pas, à mon avis, sous-estimer quelques équipages en GTD. Au cas où il y aurait des GTD Pro qui connaîtraient des soucis. Et je pense qu'il y a quelques équipages en GTD qui sont certes un petit peu en retrait en termes d'homogénéité d'équipage, mais qui pourraient éventuellement arriver à tirer leur épingle du jeu pour monter sur le podium. Ouais. Alors, justement, on arrive sur la catégorie GTD, Laurent. 22 voitures, gros plateau. Et comme tu l'as dit, c'est réparti. On a 4 Mercedes, 4 Lamborghini, 4 Porsche, 3 Aston Martin, 2 Ferrari, 2 McLaren, une BM, une Lexus et une Acura. Petite mention spéciale à la McLaren quand même. Ouais, petite mention spéciale à la McLaren. Ouais, écoute, là aussi, on va voir ce que ça va donner sur la durée. Mais en GTD, voilà, tu as quand même des pilotes. Chaque équipage a quand même un pilote plus typé de gentleman. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et moi, je te dis, ce qui me fait un peu, je vais pas dire peur, c'est pas le mot, mais là où on a un peu un point d'interrogation, c'est la météo. On annonce des températures quand même proches de 0 degré, voire même négatives le dimanche matin. Pas de pluie. Mais quand tu sais qu'aux États-Unis, tu es obligé de partir avec des pneus froids, si tu as 0 degré, que même s'il fait une température pas trop mal, tu as du mal à chauffer les pneus, là, je me dis, les amis, là, bon courage pour chauffer les gommes sur un tracé comme Daytona à 0, voire à moins 1 degré. Ouais, y en a dans le chat qui te rejoignent. On a Nicolas Jamois qui dit on nous annonce du gel pour la nuit. J'ai déjà connu ça à Daytona, du gel le matin. Ouais. Et je peux te dire que c'est un peu compliqué. Hein. Et Christophe Poutrou nous dit il va faire froid et là le pneu va jouer. Ah, le pneu va jouer. Ouais, non, mais le pneu va jouer. On a aussi une nouvelle règle cette année où les équipes doivent respecter respecter une préconisation, on va dire, du manufacturier de pneus qui est Michelin pour toutes les voitures. Donc on peut pas partir avec les pressions qu'on veut pour éviter l'éclatement du pneu. On sait que à Daytona, avec le banking, le pneu arrière droit est soumis à beaucoup de contraintes. Donc pour éviter quand même des problèmes, il faut partir avec une certaine pression. Donc les législateurs là aussi peuvent vérifier en temps réel la pression des pneumatiques. Hein. Il y a des capteurs qui permettent de le faire, un petit peu comme sur une voiture de route. Donc ça va être aussi un paramètre. On a vu quelques GTD qui ont pris des pénalités à l'issue de la course qualificative, justement pour être sortis un petit peu des limites. Et là, ça va être aussi un peu un jeu rock'n'roll. Et vu les températures, partir en pneu froid avec une piste comme ça. Moi, j'ai testé. Alors, moi, je suis pas pilote, mais j'ai testé avec des pneus froids sur une piste très froide. J'étais content de rentrer. Mais je suis pas pilote. Ouais, mais t'as quand même eu des petites frayeurs. Ah non, mais ça fait. Ouais, non, T'étais pas confiant. T'étais pas confiant. Ah non, t'es pas confiant. Et puis là, moi, j'étais tout seul. Je veux dire, là, t'es pas tout seul. T'es dans un plateau, t'as un banking, t'as un infield. Et puis il faut enchaîner les tours. Et non, tu peux avoir la fatigue. Enfin, non, je pense que ça va être une édition des 24 heures de Daytona, à mon avis, à ne pas manquer. Et surtout, on a remarqué, tu nous l'as fait remarquer sur un article, la pression des pneus est surveillée par l'IMSA en plus. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Voilà. La pression des pneus est surveillée par l'IMSA. Donc ça, c'est un paramètre, c'est un nouveau paramètre. C'est valable dans toutes les catégories. Est-ce qu'ils auront le droit de changer la est-ce qu'ils auront le droit de donner l'autorisation au team pendant la nuit de modifier les pressions de pneus? Après, c'est une décision un petit peu collégiale entre le législateur, entre le législateur, le manufacturier et après certainement les représentants des équipes. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de problème en piste. Tu vois, donc après, il faudra adapter un petit peu le tout en fonction de ce qui va se passer, en fonction de l'évolution, si tu veux, de la météo, si jamais la température remonte et tout. Mais je pense que ça va être un vrai paramètre. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que tu prends Corvette avant d'arriver au Aurore. Ils avaient fait une seule séance d'essai en fait avec ces pneus du commerce, ces pneus qui sont les mêmes pour tout le monde, pour toutes les GT3. Donc ça fait quand même très très peu d'essais. Donc va falloir que les pilotes, à mon avis, soient bons. Alors, une question de Jean-Philippe Legroux. Où sont les personnels féminins, l'équipage féminin?
Eh ben, Eh c'est ben, il n'y en a Catherine pas. Ledge. Il y a Il n'y en a pas Catherine Ledge, d'équipage. Ouais, il n'y a pas d'équipage féminin. Tu as Catherine Legge qui roule, tout mais il à n'y a fait. pas. Il y a, Hardpoint. ouais, il y a pas d'équipage. Il y a pas Il y a- d'équipage 100% féminin comme on a pu voir dans le passé. Alors, ce qui est assez paradoxal parce que on a quand même beaucoup d'équipages féminins de plus en plus dans différents championnats. On le voit en WEC notamment. On l'a vu en GT World Challenge. On le voit en European Le Mans Series, en Michelin Le Mans Cup. Et si tu prends Daytona, c'est une course qui existe quand même. Bon, on a dit, hein, ça fait 60, c'est la 60e. Et tu prends en 1966, il y avait 5 filles au départ. était en 2022 et on en a une seule en fait. Exact. Laurent, on passe Aurore. On passe Aurore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur l'Aurore? L'Aurore, à part que ça donne la grille de départ des 24 heures de Daytona. Bon, après, voilà, ça donne ça donne la grille. C'est très proche au niveau du timing. Hein. Ils se tiennent tous. Hein. Ouais, mais c'est ce qui va être beau et c'est pour ça que je te disais, il n'y a pas beaucoup de DPI. Il y a 2 constructeurs puisque Mazda est parti. Mais quand tu vois les écarts et quand tu vois les pilotes dans les voitures, mon avis, ça va chicorer. Ouais. Et sachant que tu as vu, il y a eu des pénalités. Ils étaient chauds les pilotes. Hein. Il y a eu beaucoup de drive-through pour vitesse excessive dans les stands. Donc, est-ce qu'ils vont se calmer ou ça va être sur le même acabit? De toute façon, ouais, on l'a vu notamment chez Ganassi. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Hein. Ça va être flat du début à la fin. Je te dis, avant, fallait y aller cool, fallait revenir la dernière heure et tu savais jamais qui c'est qui allait gagner parce qu'ils étaient toujours capables, en ce temps-là, le Grand Am, de te sortir un safety car à 5 minutes de l'arrivée uniquement pour regrouper les voitures et pour faire 5 minutes de folie. Bon, maintenant, ça c'est un peu terminé. Donc maintenant, il faut pas perdre de temps. Et puis ça s'est super professionnalisé. Je veux dire, maintenant, les DPI n'ont plus rien à voir avec les Daytona prototypes d'il y a 15 ans. Exact. En plus, tu as vu le dernier tour qu'on a eu, Westbrook qui allait chercher Taylor. Ouais. Optimiste, hein, les Westbrook. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis, il va falloir faire attention. On se souvient même il y a quelques années, tu te souviens avec l'histoire de la Porsche de Kevin, hein, où il y avait eu un contact avant le départ et tout. Oui, avec Bruno Spengler l'année dernière. Exactement, qui n'avait pas freiné et tout, avec Bruno Spengler. Donc, tu vois, il peut tout arriver au final. Et bon, après, on sait qu'on a quand même un peloton qui est tiré en fonction des catégories. Mais, à mon avis, ça va être chaud. Alors, départ soft ou départ hot? C'est pas moi qui suis dans la voiture, donc je peux pas te dire. Sachant qu'il y a le show quand même, ils font le show et. Ouais, mais ils font le show. Mais le truc, c'est que tu discutes avec les pilotes avant le départ et on tous te dire non, mais c'est une course de 24 heures, faut y aller cool et tout, on peut pas prendre de risques. Sauf que quand tu mets le casque et que t'es dans la voiture et que t'as, je sais pas, des caisses devant, derrière, sur les côtés et tout, ça déconnecte. Ça déconnecte. T'as pas le choix en fait. T'es dedans, hein. Donc, tu es obligé de faire avec. Donc, tu peux pas dire non, mais là, j'essaie pas. T'essaies de sauver ta peau pour être devant et éviter les contacts, en fait. C'est un peu ça, le truc. Si tu arrives à sauver ta peau et être devant, c'est bon. Si tu es pris un peu en plein trafic et tout, avec des P2 qui, au départ, seront quand même pas non plus à des années-lumière, tu as quand même des pilotes quand même qui vont quand même très vite en LMP2. Donc, bon. Non, ça va être, je te dis, ça va être une course à suivre. Bah justement, tiens, en P2, on en a abordé tout à l'heure, la favorite, Mathiasen. Moi, j'ai noté quand même une bonne prestation de chez Drive sur l'Aurore. Ils ont fait une belle prestation, ils ont été les plus rapides. On a iClass, j'ai l'impression qu'iClass cache un petit peu leur jeu. Ils ont été rapides ou alors ils ont assuré pour avoir la voiture intacte pour la course. Ouais, oui. Et puis après, c'est plus difficile de cacher ton jeu quand t'as sur les 10 LMP2, t'as les 10 mêmes châssis. Oui. Tu vois donc, cacher son jeu, je pense pas. Maintenant, après, t'as des équipes. Il faut penser que ces équipes-là, c'est le cas aussi de Racing Team Nederland et de J-Drive, c'est des équipes qui font pas tout le championnat, donc ont forcément moins de recul. Qui était déjà là aussi bien Racing Team Nederland que iClass Racing qui était déjà là l'année passée. Mais bon,
tu vois, tu as moins l'expérience que tu peux avoir avec certaines équipes, dont Pierre-Juan Mathiasen. Exact. Ou Era Motorsport. Ouais, t'as le Tower, on l'oublie. Il y a Tower aussi avec Louis. Louis Delétraz et ouais, ouais. ils ont, ouais. Donc, ils ont un bon line-up. Ils ont un beau line-up Tower, mais ça manque un petit peu. Ça manque. On va voir. On peut pas dire sandbagging, si? Non, je pense que là, on peut pas dire sandbagging. Tu vas pas lever. Enfin, je veux dire, je te dis, quand tu as dans une catégorie un seul constructeur, sandbagging, là, je pense que là, tu peux oublier un peu quand même. Et en déception, je noterais la deuxième Oreca, la deuxième Oreca, la deuxième G-Drive, le Racing Team Netherlands et Dragon Speed. Tu vois, par rapport à la physionomie du Roar, hein. On est sur le Roar là. Ouais, mais c'est ce que je te dis, Racing Team Netherlands, il faut reprendre ses marques. Tu as des pilotes qui découvrent l'équipe, même si tu as quand même des pilotes connus avec Fritz Van Eerd, hein, qui est le gentleman de l'équipage, mais c'est pas, tu vois, l'équipe TDS est habituée. Alors bon, elle est rompue à la tâche, hein, ça c'est pas le problème. Hein. Mais tu vois, une équipe qui vient du WEC, il faut quand même se remettre dedans. C'est pas simple, et puis devant, ça va vite. Donc, de là à dire que c'est une déception, tu sais, tu as aussi des équipes qui travaillent aussi pour la course et qui vont te dire, bah ouais, ok, c'est sympa de partir devant si tu fais un bon résultat en course qualif. Mais bon. Comme tu dis, c'est une course de 24 heures. C'est une course de 24 heures. Et puis bon, après, si tu as les gentlemen, c'est les gentlemen au départ en course qualif qui prenaient le départ. Donc forcément, ça s'étire un peu et ça a moins chicoré avec les DPI. C'est aussi un peu ça le but, que ce soit le gentleman qui prenne le départ. Exact. Après, le LMP3. Bon, là, on en a eu des têtes à queue. Têtes à queue sorties de piste. Là, ça a été... c'était la fête foraine. Sans être péjoratif, ça la fête foraine, j'irai pas jusque-là, mais le problème, c'est que c'est toujours ça, ces catégories LMP3 ou LMPC dans le passé. On a un peu des a priori sur ces catégories-là parce que c'est des voitures qu'on a des pilotes qu'on a. Enfin, c'est pas le problème des voitures en plus. Hein. C'est pas les voitures qui sont à mettre en cause. Mais on a souvent vu des pilotes qui étaient un peu dans des positions un peu délicates. Je me souviens d'une année à Sebring où clairement c'était n'importe quoi. On va pas se mentir. Il y a quelques années. Mais bon, après, voilà, c'est une catégorie quand même qui est assez récente sur les 24 heures de Daytona, puisqu'avant c'était une catégorie qui était plutôt typée sprint aux États-Unis. Tout à fait. Donc non, mais je pense que là il y a quand même des trucs, il y a quand même des bons pilotes. Tu vois, t'as un Felipe Fraga, tu as quand même des bons pilotes. Tu vois, un Hugo de Wild aussi chez Mulner. Donc tu as quand même des jeunes pilotes qui viennent rouler aussi en LMP3, donc ils vont vouloir se montrer aussi. Hein. Parce que si ces pilotes sont là, c'est pour passer à la catégorie supérieure. Tu as quand même l'arrivée du LMDH, enfin du GTP, pardon, l'année prochaine. On parlera de ça après. Ouais. Donc voilà, donc il faut forcément se montrer. Maintenant, c'est bien de se montrer par un résultat, mais c'est moins bien de se montrer si tu finis dans le mur, sur le banking ou en travers au bus stop. Hein. Tout à fait. Bon, on peut quand même noter qu'il y en a 3 qui sont sortis du lot. Tu as Andretti, qui ont été forts. Tu as Performance Tech Motorsport et Mulner. Mais Mulner, ils n'ont pas eu de chance parce que ils ont eu des soucis techniques. Ils ont pris un drive-through. Donc, on peut compter sur eux en course. Quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Pour moi, il y a Mulner, il y aura les 3 là. Et Performance Tech Motorsport, ils ont très bien. Je me méfierais aussi de Riley, moi, avec l'équipage avec Felipe Fraga et Gar Robinson. Là. Ouais, ils ont gagné. Enfin, ils ont gagné. Ils ont fait des bons temps. Ils ont eu des problèmes pour la course qualif, mais et puis attention aussi toujours à Core Autosport, hein, qui n'a pas pu prendre le départ de la course qualif suite à un problème mécanique. Mais Core Autosport avec un équipage qui se connaît bien, notamment John Bennett et Colin Brown. Donc là aussi, même si George Kurtz a moins d'expérience dans la LMP3, mais c'est un équipage aussi à ne pas oublier. Exact. GTD Pro, Laurent. Qui aurait misé sur Lamborghini, sur le team T3 Racing pour la pole position? Ah si. Oh, est-ce que tu vois l'équipage? L'équipage est magnifique, mais bon, la Lambo, on l'attendait pas là, quoi. Alors déjà, il y a un gros, enfin pas un gros problème, mais déjà il
y a une erreur de casting entre T3 Racing et TR3 Racing déjà, parce que c'est déjà compliqué à faire la différence entre les deux déjà. Exact. Même s'il y en a une des deux qui n'est pas en GTD Pro, mais qui est en GTD. Mais déjà, il faut arriver à bien faire le distinguo entre les deux équipes. Puisqu'on a une équipe américaine qui est basée à Fort Lauderdale, qui est TR3 Racing. On a T3 Racing, une équipe allemande qui vient rouler à Daytona. Mais quant à Caldarelli, Mappelli, Bortolotti, Heineken dans la même voiture, bon, tu sais quand même que tu n'es pas là pour enfiler des perles. C'est l'équipage officiel, en plus. Et il y a quand même quelque chose à dire, c'est que Lamborghini a quand même des statistiques qui sont quand même très positives à Daytona. De par les dernières années, hein, on a quand même vu plusieurs victoires Lamborghini, notamment 2 fois de Grasser Racing Team et une fois de Paul Miller, et souvent sur le podium. Donc, faut surtout pas sous-estimer la Lamborghini Huracan. Moi, je regrette juste une chose, c'est qu'il n'y ait pas d'Audi. Oui, ils n'ont pas mis les Il n'y a aucune Audi R8, ni en GTD Pro, ni en GTD. Il n'y a pas d'Audi et ça explique aussi peut-être pourquoi il y a peu de chances qu'on voit une Audi LMDH aux États-Unis. Ce serait conjointement lié? À ce que j'ai cru comprendre, du moins les bruits de paddock, c'est que les équipes n'étaient pas forcément contentes du soutien aux États-Unis en fait, par rapport à la concurrence. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a que ça? Bon, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que ça a joué. S'il n'y a pas d'Audi, de toute façon, il y a une raison. Il y en a partout, sauf dans le championnat. Donc, si tu veux, il y a bien une raison pour laquelle il n'y ait pas d'Audi R8, surtout que c'est une voiture qui a quand même suffisamment brillé aux États-Unis. Mais bon, tu vois, le peu d'équipes qui restaient en Audi, notamment NTO Sport, ils sont passés en Lamborghini. Donc, tu vois, Hardpoint aussi, qui a roulé pendant un moment en Audi, avait aussi changé. Donc, bon, voilà. Donc, pas d'Audi. Pareil, la course GTD Pro, comme en DPI, ça s'est joué dans les derniers tours et on a vu un Bortolotti en forme. Il les a bien remontés et pour finir en gagnant la course, la qualif, quoi. Ouais, un Bortolotti en forme. Mais le problème, c'est qu'en GTD Pro, il y a beaucoup de pilotes en forme. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de savoir qui va faire quoi. Ouais. Mais bon, j'espère que là, enfin, c'est pas j'espère, je pense qu'on aura une course aussi là qui va être suffisamment dynamitée pour la course en tête. Ouais. Et attention à WeatherTech aussi, tu vois, parce que là aussi, tu as 2 Mercedes, une Porsche, tu as Cooper McNeil qui roule sur les 2 voitures, enfin sur les 2 marques différentes, sachant que c'est entre guillemets le gentleman de l'équipage par rapport à ses coéquipiers. Et c'est assez marrant de voir aussi Proton faire rouler une Mercedes. Bah oui, c'est rare parce qu'on les voit pas. WeatherTech, c'est. Ouais. Et il faut se souvenir quand même si les plus, alors je ne vais pas dire les plus anciens parce que c'est pas très vieux, mais Proton faisait rouler déjà des voitures 24 heures de Daytona à la fin des années 90. C'est assez marrant ça. Ouais. Avec Christian Ried, son père, et il y avait le père et le fils Felbermayer aussi. Donc tu vois, Ried, la famille Ried à Daytona, c'est pas récent. Ouais. En plus, on a Porsche, on a aussi quelques bons teams Porsche. On a Wright, on a Faf, pas mal aussi, ils ont des beaux line-up. Et on a KCMG, ouais, ils sont un petit peu plus en retrait, j'ai l'impression. Plus en retrait, tout est relatif, parce que c'est quand même eux qui sont partis de la pole, de la course qualificative. Oui. Donc, et puis quand tu regardes l'équipage, là aussi, quand même, ça va vite. Mais là, l'équipage francophone, sauf Olsen. Ouais, exactement. Mais là aussi, tu vois, KCMG, c'est la première fois en 2 ans qu'ils sortent de leur base allemande qui est près du Nürburgring, parce que KCMG, c'est une équipe de Hong Kong, mais qui a, je sais pas, je crois qu'en 24 heures de Spa, ils avaient une dizaine de nationalités dans l'équipe, avec des gens qui viennent de partout dans le monde, et là, avec les complications pour voyager. Et KCMG, c'est un petit peu recentré l'année passée sur les 24 heures de Spa et les 24 heures du Nürburgring. Et c'est la première course internationale, donc il faut aussi reprendre ses marques. C'est un nouveau championnat, c'est des nouveaux pneus, même si au Nürburgring, c'est aussi des Michelin, mais au Nürburgring, on a plus affaire à des gommes confidentielles ou semi-confidentielles en fonction des équipes. Donc il faut appréhender un nouveau règlement, donc ça, c'est pas quelque chose de simple. Ouais. Bon, Laurent, on aborde le chapitre Lexus et Corvette et BM, où là, on reste un peu sur notre fin, où
Ça joue différemment. Lexus, je les voyais un petit peu plus en haut. Et En GTD Pro, tu parles? ouais, on est toujours sur le GTD Pro, ouais. Bah, c'est pareil, Lexus, tu pars un peu pas avec un handicap, mais tu as quand même moins de Lexus. Enfin, il y a une Lexus pour la victoire en GTD Pro. Exact. Donc, c'est un peu plus compliqué par rapport à la concurrence, par rapport aux autres marques. Maintenant, oui, si tu te fies au passé, va sur Sullivan, normalement, ça va vite aussi. Ouais. Bon, maintenant, peut-être aussi qu'il y a il y a peut-être un peu qui cachent leur jeu pour ne pas avoir une BOP qui soit retouchée, on va dire, avant les 24 heures de Daytona. Et là, on va voir ce qui va se passer pour Corvette et pour BM, où on a retouché un petit peu la BOP. Et Rizzi, avec la Ferrari. Inexistant total. Oh là là, c'est quand même. Et avec le line-up Et qu'ils ont. ouais, c'est un peu toutes les Ferrari qui ont été inexistantes, hein. Hmm. Même celles qui roulent en GTD. Oui, parce que quand tu vois l'équipage Rizzi, bon, tu sais que ça va aller vite aussi, mais ouais, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, est-ce que allez, ce petit coup de pouce de la BOP que offre l'IMSA à Corvette et à BM ABM, va changer un peu la physionomie de la course pour eux? ça, c'est la course qui va nous le dire, hein. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'ils vont avoir un gap phénoménal? Est-ce qu'ils vont récupérer de la vitesse? Est-ce qu'ils vont récupérer de la vitesse? Ils ont modifié aussi au niveau de l'angle de l'aileron arrière, donc L'aileron arrière aussi, ouais. ça a forcément joué un petit peu. Maintenant, bon, ils étaient quand même, allez, très loin. Maintenant, quel est le gap entre le très loin et peut-être que le fait qu'ils aient pas non plus tout montré à 100%, mais bon, tu as affaire, enfin après, il faut pas oublier, hein, tu as affaire à entre guillemets, nouvelles voitures, même si la Corvette n'est pas une nouvelle voiture, mais nouvelle voiture en GTD, et la BM aussi, qui est une nouvelle voiture. Et bon, là aussi, tu peux pas avoir tout le recul nécessaire pour avoir autant de données que les années passées avec la M6 ou avec la Corvette en GTLM. Est-ce que c'est leur donner un petit, enfin oui, c'est leur donner un petit coup de pouce parce que c'est des nouvelles voitures. Mais est-ce que en leur donnant ce coup de pouce-là, ça va les transcender au point d'arriver à la victoire ou à la gagne? Ah, mais ça peut arriver à la victoire ou à la gagne, hein, ça c'est sûr. En GTD Pro, tu sais pas trop. Je veux dire, on a déjà vu dans le passé une voiture qu'on appelait Ford GT, qui était un peu posée un peu en début de meeting et tout, et puis qui, par le plus grand des hasards en fin de course, a atomisé tout le monde. Le Bon, plus grand des hasards. donc on aura déjà une idée un peu plus claire après à mon avis, après le lever du matin dimanche. À la fraîche. Ouais. Ah, parce qu'après que les pneus, ça va. Je te dis, moi, les pneus, si jamais il y a des neutralisations, qu'il y a des relances avec des pneus froids, avec des gentlemen, que ce soit en LMP3 ou en GTD, quand tu vois déjà comment c'est compliqué, alors là, c'est pas des Michelin, c'est des Pirelli, mais en 24 heures de Spa, pour remettre les pneus en température au mois de juillet, bon, après, à Spa, il peut aussi pleuvoir ou avoir une température assez fraîche la nuit. Mais quand tu vois comment c'est compliqué de remonter les pneus en température, alors que là, déjà aussi en début de relais ici, aux États-Unis, tu pars avec des pneus froids. Bah, moi, je préfère être dans mon canapé à répondre aux questions d'Automoto la chaîne, hein. Donc pour toi, on a quand même deux grosses inconnus, qui est la météo et les pneus. Ouais, alors pas les pneus, hein. C'est plus les nouvelles règles avec les pneumatiques. Les pneus sont connus, le S9M est connu, mais plus cette incertitude-là et la météo, ouais, qui va jouer un rôle, et alors qu'on n'attend pas de pluie, contrairement là à cette semaine. Mais tous les pilotes ou les membres d'équipe avec qui j'ai pu discuter cette semaine, qui eux sont à Daytona, tout le monde te dit non, mais on n'est pas en Floride ici, c'est pas possible. Et il fait 5 degrés, faut mettre un bonnet. Mais c'est pas là, ça, c'est pas quelque chose qui me surprend parce que c'est assez fréquent. C'est assez fréquent si tu arrives à Miami, il fait 20 degrés et plus tu t'enfonces dans les terres que tu te rapproches de Daytona, enfin dans les terres, je parle pour aller à Daytona parce que Daytona est en bord de mer, mais plus haut, quand même plus au nord. Et quand tu arrives à Daytona, enfin, je sais que ça nous arrive assez fréquemment. Nous, le matin, on allait faire un footing sur la plage. Et tu vas pas en short, hein. Ouais.
Tout à T'as beau fait. être en Floride, je peux te garantir que t'es un peu dans le frais. Tiens, Laurent, il y a des questions dans le chat. Eric Sévère. Ferrari cache son jeu. Point d'interrogation. Possible. Il y a une seule Ferrari en GTD Pro, donc je te dis, c'est un peu plus compliqué. Tu es obligé de te fier à cette Ferrari-là. Je pense qu'il y a une partie, je veux dire, Rizzi connaît la voiture, Rizzi connaît la course, les pilotes connaissent la course, connaissent la voiture. Bon, je serais pas Nicolas, surpris qu'il y ait une petite, ouais, un petit jeu de cache-cache, ouais. ouais. Nicolas Jamois. J'ai peur du drapeau rouge. Euh, Faudra voir la physionomie de la course, comme je tu l'as dit pense, tout à l'heure. ouais, je pense pas arrêter une course parce que les pneus montent pas en température. Arrêter une course parce qu'il pleut, on l'a déjà vu dans le passé. On a déjà vécu à Daytona où il y a eu une grosse averse. Maintenant, arrêter une course parce que on ne peut pas monter les pneus en température parce qu'il fait froid. Alors oui, s'il fait -1 degré et que la piste devait être encore humide et que ça devait glisser, bon, bah là, évidemment, tu vas pas faire n'importe quoi. Mais bon, on est quand même sur une course, on a quand même des pilotes. Bon, donc, bon. Hmm. Bon, la catégorie GTD pour conclure l'Aurore. Ouais, Belle prestation de la McLaren avec Crucial Motors de Crucial Motorsport. ouais. On a on a Wright Motorsport, Wright, pardon, qui sont toujours là. Mm. Et on a la deuxième Lamborghini qu'il faut pas qu'on mélange. Donc, ouais, Mm. Non, mais c'est pareil, ça reste comment dire, très ouvert, très disputé. Et je te dis, on a des voitures qui sont sur la même configuration. Hein. C'est pas parce qu'on a GTD Pro d'un côté et GTD de l'autre qu'on a des voitures qui ont une réglementation différente. Hein. C'est la même réglementation, les mêmes pneumatiques. La seule chose, je le rappelle, c'est que le GTD, il y a un gentleman dans l'équipage qui n'a pas en GTD Pro. exact. Et on note quand même que la quatrième place, c'est l'Aston Martin, qui reste en embuscade. Ouais, il y en a une qui a connu des soucis quand même. Hein. Des Aston Martin Vantage, une des voitures de The Art of Racing. Mais ouais, l'Aston C'est L'Aston Nord-Ouest. Martin aussi, la voiture, on va dire, entre guillemets, celle qui roule en wake, qu'on appelle Aston Martin Racing, censée être officielle. Mais ouais, là aussi, là, t'as aussi des bons pilotes. Mais là, je te dis, il va falloir aussi que les gentlemen fassent le taf avec les pneus, notamment avec les pneus. Je reviens toujours à mes histoires de pneumatiques, mais Hmm. ça va être un élément, à mon avis, important. Ouais. Il y a la Mercedes 75 du Sun Energy One avec Marcello et ses comparses du GT World Challenge. Avec Kenny Aboul, ouais, qui en Ouais. plus, Sun Energy One, qui fera la semaine d'après, qui sera à Kyalami pour la finale de l'Intercontinental GT Challenge. Sans Raffaele Marcello, qui lui sera bien à Kyalami, mais qui sera chez AKSP. Donc, ouais, tu as des pilotes qui vont enchaîner. Hein. Tu as des pilotes qui étaient aux 24 heures de Dubaï, qui sont partis dans la foulée pour aller au Aurore, qui font les 24 heures de Daytona et qui se retrouvent après, la semaine prochaine, à Kyalami pour l'Intercontinental. Plus pour certains, je pense notamment à mon ami Jules Gounon, qui était Dubaï, non, qui était Abu Dhabi, Dubaï, Daytona. Daytona Roar, Daytona 24 heures, IGTC, Asian Le Mans Series. Ça en fait là. Il va Ouais, être ça en fait. gros début de saison hein, pour Jules. Hein. Ouais, ça en fait. Hein. Je crois que Lelo aussi, c'est la même chose. T'as Maro Engel aussi, je crois. Maro, je suis pas sûr que Maro, pour l'instant, soit confirmé en Asian Le Mans. Il y serait pas dans le line-up de Hoped. Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé qu'il soit en Asian Le Mans. Alors après, c'était pas confirmé à 100% le line-up, mais à la base, je pense pas, non. Mais tu vois, tu as quand même quelques pilotes. Enfin, t'imagines, t'enchaînes quand même des courses d'endurance toutes les semaines, hein, sur des continents en plus différents. C'est ça qui est assez fou. Ouais. Bon, la seule Ferrari, c'est Settilar, 12e en GTD. La seule Ferrari En GTD tout court, ils en ont qu'une, hein, il y a Settilar. Il y a Rezzi et Settilar. Ah non, il y a les deux autres. Non, il y a F Corset aussi. Il y a F Corset, tout à fait. Il y a F Corset, c'est Hilar qui passe du WEC à l'IMSA, qui fait les 4 courses, qui était là l'année dernière avec une Dallara en LMP2. Qui n'était pas loin de la gagne. Exactement, qui pouvait faire un bon résultat avec une Dallara. Pour la dernière de la Dallara. Ouais,
Ouais, exactement. Et qui est le châssis de la Cadillac DPI pour ceux qui l'ignoraient. Voilà, aussi. Et ouais, c'est Tillard qui change de registre un petit peu et qui va faire les 4 courses d'endurance de la Michelin Endurance Cup aux États-Unis en remplacement du WEC. Avec un certain Antonio Focco et Alessio Rovera qui, à mon avis, eux aussi peuvent venir troubler la course en tête. Bon, Laurent, catégorie GTD pour conclure. 4 Allemands de 6 premières places. Ouais, alors, ça, si tu veux, je sais pas s'il faut s'arrêter à ça. C'est les voitures, de toute façon, dans tous les championnats, les Allemandes, c'est les voitures qu'on voit le plus. Hein. Entre les Audi, là, il y en a pas, ok. Il y en a pas. Les Porsche, les Mercedes, les Audi, et BMW, une fois que tu as dit ça, bah, tu as fait le tour. Hein. Après, tu vas un peu au Japon, et sinon, un peu en Angleterre, et finito. On peut noter que le Turner Motorsport, qui est l'équipe BM, en a un petit peu quand même. Ils ont un petit peu souffert, puis en plus, ils ont fini qu'à contact. Ouais. Avec Heart of Racing. C'est vrai. C'est vrai. Même voilà. si Bill Oberlen je crois que c'est le plus ancien. C'est le pilote qui a le plus d'expérience à Daytona en activité. Je crois qu'il était déjà là en 80, je sais plus de mémoire, 95, je crois, il a commencé. 94, oui, 95. Ouais. Donc, bon, tu vois, donc l'expérience. Donc, ouais, puis là aussi, hein, c'est la M4 GT3, donc nouvelle voiture. Donc ça demande du temps à appréhender. Laurent, on vient de clore l'Aurore. Qu'est-ce qu'on peut. On a déjà pas mal parlé de la catégorie GTD. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à cette catégorie? GTD? Ouais. Parce on est sur notre petit item catégorie GTD. Est-ce qu'elle va servir de thermomètre, on va dire, pour prendre la température aux 24 heures du Mans? Alors, t'es pas le premier à me poser la question et j'avoue que j'ai un peu de. Je vois pas pourquoi en fait. Je vois pas en quoi. Je veux dire, c'est pas la première année qu'il y a du GTD. C'est une catégorie qui est connue. Oui. Je vois pas en quoi ça va servir. Autant qu'on me dise le LMDH, par exemple, là, qui va commencer à Daytona l'année prochaine, ça va servir de température pour Sebring ou pour Le Mans. Oui, parce que c'est la première année, ça sera la première année de la voiture. Mais le GTD servir pour Le Mans, écoute, moi, ce que j'ai compris, c'est que le GTD au Mans, ce serait du Pro-Am pour l'instant. Maintenant, reste à savoir si ce sera du Pro-Am avec des voitures qui vont rester dans une configuration GT3 telle qu'on la connaît en FIA, ou est-ce que tu pourras apporter des ajustements, style, je sais pas, t'enlèves l'ABS, même si c'est pas des voitures à la base qui ont été développées pour rouler sans ABS. Alors, reste à savoir donc comment ça va influer sur le comportement de la voiture. Et puis, tu pourrais mettre des pneus confidentiels. Où là, la voiture, au niveau des chronos, si tu mets des pneus confi et des pneus du commerce, c'est plus la même. Hein. En fait, je te pose cette question-là parce que avant l'IMSA avait les GTLM, qui étaient des GTE Pro. Ouais. Maintenant, elles ont été supprimées, elles ont été remplacées par les GT3. Et du coup, ça fait un championnat GT3. Donc, ce championnat GT3 pourrait servir de modèle et conforter l'ACO dans son choix de prendre des GT3 au Mans en 2024. De toute façon, enfin, conforter, ouais, moi je veux bien, mais la CO ou la FIA, ils n'avaient pas le choix. Il n'y a plus de GTLM, enfin, il n'y a plus de GTE, oui, ça coûte un bras. Ça coûte un bras et on se tape, alors même si c'est très bien, mais tu te tapes toujours Porsche contre Ferrari. Alors, ok, tu auras une Corvette, certes, mais tu as toujours les deux mêmes constructeurs au final. Et comme ces deux constructeurs arrivent en plus en hypercar, bah, et à un moment, tu as tous les constructeurs qui sont en GT3, tu as plein de gentlemen qui veulent faire le Mans. Et à un moment, tu ne peux que ouvrir la porte. Maintenant, je l'ai déjà dit et je le redis, est-ce que tous les constructeurs présents en GT3 pourront aller au Mans ou est-ce que, ça je ne sais pas, hein, il faudra que tu sois impliqué en hypercar, enfin que le constructeur soit impliqué en hypercar pour pouvoir être éligible aux 24 heures du Mans. Ce que perso, j'espère pas parce que ça enlève du coup Mercedes, Aston Martin, McLaren. Et Lamborghini, aujourd'hui. Pour l'heure actuelle, tout à fait. Aujourd'hui. Bon, parce qu'on attendait une annonce Lamborghini en LMDH, enfin, annonce Lamborghini LMDH à Daytona, et je peux déjà vous le dire, elle n'aura pas lieu. Ah, même le week-end n'est pas fini, mais t'es sûr qu'elle n'aura pas lieu? Mon petit doigt me dit qu'elle n'aura pas lieu.
Je dis pas que c'est annulé, attention. Je dis juste qu'elle n'aura pas lieu à Daytona comme c'était prévu de longue date. Ça devait plus, ça devait. Et maintenant, ce serait un petit peu reporté. Il y a je sais pas si on peut dire un couac, mais il y a quelques questions qui restent à éclaircir entre les différentes marques du même groupe. Audi et, et Lamborghini. Et Porsche. Et Porsche, les trois. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre sur cette nouvelle catégorie, Laurent? C'est plaisant quand même. Ah oui, oui. Alors, c'est plaisant, oui. Alors moi, tu sais très bien, hein, tout le monde le sait, moi je suis un nostalgique des GT1, donc si tu veux, moi je reviendrai bien plus de 10 ans en arrière. Mais c'est plaisant parce que là, tu pars avec une même catégorie pour tout le monde. Après, on te dit oui, ok, c'est pas des GTLM. Alors, c'est sûr que les pilotes vont dire ouais, mais la GTLM, c'est plus racing. Tu vois, il n'y a pas d'ABS, une vraie voiture de course. Mais je dis pas que les GT3 sont pas des vraies voitures de course, mais c'est pas exactement la même philosophie. Et tu as des pneus confidentiels, tu vois, donc le pilote prend vraiment beaucoup de plaisir. Mais là, c'est comme de rouler dans un championnat de France GT4. Tout le monde a une GT4. Donc forcément, ça fait des belles courses. Exact. Tu vois, et le GTD, enfin le GT3, ça coûte moins cher que le GTLM. Puis avec du GT3, tu peux rouler partout dans le monde. Une GTLM, je suis désolé, mais tu peux rouler en WEC, en ELMS, en IMSA. Tu as 3 championnats sur la Terre où tu peux rouler. Tu peux même pas rouler en Asian Le Mans. Donc il fallait passer à autre chose. La question du con. Est-ce que les équipes GTD de l'IMSA pourront aller en international GT World Challenge International GT World Challenge. Alors attends, c'est un nouveau championnat là? Non, tu sais, quand tu as l'IGTWC à Indianapolis. L'IGTC, l'Intercontinental GT Challenge. Voilà, autant pour moi. Est-ce que certains teams de l'IMSA pourront y participer? Ben, si ton constructeur est inscrit en IGTC, en Intercontinental GT Challenge, why not? Prends par exemple Inception Racing, a pu faire Indianapolis et fait Daytona. Maintenant, tu as 2 promoteurs qui sont différents. Tu as l'IMSA d'un côté et Essero de l'autre côté. Donc Essero aux États-Unis qui a repris le Pirelli World Challenge qui maintenant s'appelle GT World Challenge America. Voilà. Et Essero America avec le GT4, le TC et compagnie. Et tu peux très bien voir des équipes IMSA rouler à Indianapolis. Si le constructeur dit à l'équipe, on vous met à disposition tel et tel pilote et vous faites rouler la voiture. Maintenant, je vois pas trop l'intérêt d'une équipe, je sais pas, je te prends l'exemple Vasseur-Sullivan avec une Lexus, d'aller faire l'Intercontinental. Déjà, en plus, le constructeur n'est pas inscrit. Pas vraiment d'intérêt. Ok. Bon, après, par contre, je te coupe Alban. Après, par contre, ce que tu peux voir après, peut-être certainement à l'avenir, ce qui n'était pas vraiment le cas ou très peu à présent, c'est que tu peux voir une équipe GTD à partir de 2024 aller au Mans. Voilà, il y a aussi ça. Il y a cette convergence-là. Ça oui, parce que tu as la convergence ACO-IMSA. Voilà. Exactement. Voilà. Mais moi, c'était plus pour voir si aussi cette convergence, on pourrait voir cette future convergence, IMSA et Cero. Franchement, je vois pas. Et le problème du championnat IMSA, c'est que c'est un championnat qui coûte un bras et les 2 jambes. Parce que tu as beaucoup de courses d'endurance. Les États-Unis, c'est super grand. Il faut se déplacer. Tu vois, les trajets sont super longs. Si tu prends l'exemple de, je sais pas, Daytona, tu prends Daytona et après, s'il faut que tu ailles après, tu vas à Sebring, donc tu restes quand même en Floride. Et après, s'il faut que tu ailles à Long Beach, tu n'es plus du tout au même endroit, tu vois. Donc, tu as des courses longues, tu as des courses quand même qui font 24 heures, 12 heures, 10 heures. Donc, c'est un programme qui coûte le prix, qui coûte plusieurs millions d'euros en GTD. Faut pas croire. C'est un programme qui coûte très, 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 très cher. On est loin d'une saison en GT World Challenge Europe, avec les 24 heures de Spa. On est très loin. Là, tu peux compter 3 millions pour un programme. Ouais, c'est pas du low cost, quoi. Non, c'est pas du low cost. C'est pas du low cost pour la bonne et simple raison que tu as une course de 12, une course de 24, une course de 10, plus des déplacements. Tu as des grands déplacements. Donc, c'est un championnat qui coûte très cher. Tu fais pas un championnat pour 1 million d'euros. Ouais. Ça fait mal. 1 million, on commence déjà à parler fort, quand même.
Bah, tu commences à parler fort, mais ça te coûte, ça te coûte de l'argent. Un programme en GTLM, je ne vais pas trahir de secret, mais ça coûtait encore évidemment plus cher. Ouais. Tu vois, et là, là, ça coûte. Le prix d'engagement n'est pas donné. Le constructeur doit payer une entry fee aussi pour pouvoir être représenté en IMSA, parce qu'il faut être partenaire du championnat. Donc, non, c'est pas quelque chose de facile, hein. Donc, c'est bien que tu aies autant de voitures, tu vois, qui roulent dans le championnat cette année, hein. Ça prouve une bonne forme. Ça prouve, bah, alors, le truc, c'est que, enfin, moi, je pense que je le dis tous les jours à différentes personnes. Si tu veux, on est quand même dans une situation économique encore compliquée, on est une situation sanitaire encore compliquée et ça dégueule de voitures partout. Tous les championnats, tous les championnats font le plein. Dire, le Et c'est DTM est pas ce qu'on nous avait annoncé au début du Covid. Exactement, T'es d'accord? exactement. On nous a dit c'est Oui, fini, exactement, on va exactement. fermer Ouais, des teams vont fermer, des circuits ouais. vont fermer. Et Et au pour final, on a. l'instant, Oui. enfin, je veux dire, tous les championnats, le DTM va être en augmentation, même, tu vois, la Ligue European Series va être en augmentation, le GT France va faire le plein, le WEC fait le plein, l'IMSA fait le plein, Dubaï a fait le plein, l'Asian Le Mans fait le plein, le GT World Challenge Europe va faire le plein. Quand tu fais, enfin, moi j'ai commencé à faire des prévisions de liste des engagés, tu te dis, c'est pas la crise pour tout le monde, quoi. Ouais. Bah, je pense Exact. que les riches seront de plus en plus riches et les pauvres seront de plus en plus pauvres. C'est triste à dire, hein, mais c'est pourtant la réalité. Ça y est, le fossé est creusé. Non, je dis pas que le fossé est creusé, mais enfin, faut pas se leurrer. Tu as quand même des gens qui ont su aussi, mais pas forcément négativement, mais qui ont aussi profité de la crise pour se développer. Il y a des affaires qui ont été florissantes plus que Bien d'autres. sûr. Et tu vois, je sais pas combien de personnes dans le paddock des 24 heures de Dubaï avec qui j'ai échangé m'ont dit, mais on se rend compte maintenant qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour l'automobile. Ce qui est très bien, hein. Franchement, c'est top. Alors, est-ce que c'est aussi l'effet LMDH? J'en sais rien. Mais moi, je le vois quand je regarde les chiffres. Alors, c'est pas les chiffres médiamétrie, hein, pour la télé, mais quand je regarde les chiffres de fréquentation de cette année en janvier par rapport au mois de janvier des années passées, les chiffres, c'est en nette augmentation. Donc, tant mieux, hein. Mais ça monte assez fort, ouais. Donc c'est très bien. On va pas critiquer, Ah non, non. on va pas pleurer, hein, Ah non, non, tu vois. certainement pas. Au contraire, Exactement. on peut se réjouir que le cap a été maintenu et on s'est très bien débrouillé durant cette période. Quand je dis on, c'est le sport auto en général, quoi. Bah, ouais, et puis je pense qu'il faut féliciter aussi les différents promoteurs qui ont su rebondir pour trouver des dates pour que les championnats puissent avoir lieu. On aurait pu tout très bien débrancher la prise et dire bah on attend et puis on reviendra quand ce sera mieux. Hmm. Bah, si c'était ça, on serait toujours pas revenu parce que ça va toujours pas mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas ceux qui voyagent que je vais l'apprendre. Mais putain, ça reste quand même encore un calvaire un peu, enfin un calvaire, façon de parler, mais c'est quand même pas simple pour voyager. On n'est jamais sûr de rien. Tu sais jamais si tu vas rentrer au cas où tu serais positif et tout. Faut toujours prévoir des plans B, des plans C, des plans D. Enfin, c'est toujours pas simple. Donc, moi, je pense qu'il faut féliciter les promoteurs, féliciter les équipes, féliciter les gens qui investissent aussi de l'argent dans les équipes et dans les programmes, d'avoir tenu bon. Et ouais, le sport auto, quoi qu'on en dise, hein, le sport auto va bien et tant mieux. Tant mieux. Exact. Exact. Laurent, on passe à l'actu? Un peu d'actu IMSA et actu en général? Hmm. Tu nous as gratifié d'une bonne nouvelle. La Ford Mustang revient en GT3. Ouais. Arrive en GT3. Arrive en GT3. Bah, on revient parce qu'on a déjà eu une Ford Mustang en GT3, mais il y a quand même pas mal d'années. Ouais, c'est bien, hein, parce que ce sera aussi pour le championnat IMSA d'abord avec Multimatic qui va gérer la voiture à partir de 2024 et toutes les équipes vont pouvoir passer commande d'une Ford Mustang GT3. Donc, on aura une muscle car dans la catégorie GT3 et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est des voitures qui sont assez agressives. Maintenant, on pourrait encore en voir en version GT4, tu vois, en Europe, et c'est pas une voiture qu'on voit beaucoup. Parce que En Ford plus, va aussi proposer une Mustang GT4 hein, à d'accord. partir de l'année prochaine. Ok. En plus, Multimatic, c'est un gage quand même.
Ouais. qui est pas mauvais. Puis en plus, ils sont Non. en LMDH, donc ils envoient en Ouais. ce moment Multimatic. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va plutôt pas mal. Ouais. Ils ont recruté en plus Pascal Zurlinden qui vient de chez Porsche. Donc, je pense que la recrue est suffisamment bonne pour pouvoir développer les activités de Multimatic. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner d'autre en info sur ces 24 heures, Laurent? Alban, le GTP, l'arrivée Ah du bah bien GTP. sûr, l'arrivée du GTP, exactement, c'est fini l'IMSA. L'arrivée du GTP, ouais, ce qui rappelle les grandes heures des championnats IMSA. Donc, on sait que tout est un petit peu en ce moment à la mode, un peu nostalgie, revival, Back to the Future. Et là, donc, GTP qui va regrouper Hypercar et LMDH. Donc, ce sera la LMDH. catégorie Rennes qui va s'appeler GTP. Bon, moi, je suis un peu, je sais pas comment dire, dubitatif sur le fait qu'encore les Américains partent avec un nom et que nous, on parte encore avec un autre nom. Et plutôt que je veux dire, on n'a jamais eu autant de relations entre les deux entités, IMSA et ACO. Tu vois, on le voit encore avec l'annonce qui a été faite ce soir, avec le nom des virages et tout, qui renforce un Exact. petit peu cette association. Et puis là, aux États-Unis, on prend GTP. Bon, ok. Et nous, on va garder Hypercar. On va garder Hypercar. Dans le LMDH, on sait pas vraiment pour l'instant ce que veut dire le H. Est-ce que c'est Hypercar, est-ce que c'est hybride? Donc, Hybride. il y a plusieurs avis qui divergent. Maintenant, la question, c'est en plus des constructeurs qui sont présents en LMDH, est-ce qu'on a des constructeurs présents donc en LMH qui vont venir dans cette catégorie GTP? Bon, ça, À suivre. j'ai Ah, t'as déjà ton idée? non, mais j'ai déjà un petit élément de réponse. Parce que j'ai discuté cet après-midi avec Jim Glickenhaus, parce que je lui demandais justement, je dis c'est cool et tout pour le constructeur et tout, on va pouvoir voir le team l'année prochaine en GTP. Et bon, je tairai ces mots, mais Alors, c'est pas vraiment. ça l'en jouait ou ça l'en jouait pas? Le fait qu'il y ait du GTP, je pense que ça l'a ravi. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il va pouvoir faire rouler sa voiture en GTP? D'accord. Parce que Glickenhaus reste un petit constructeur et je pense que les droits d'entrée vont être très élevés et peut-être réservés aux constructeurs de grande envergure. Donc, malheureusement pour lui, pour l'instant, ça me semble compliqué, mais j'espère que ça va changer parce que c'est quand même dommage qu'un constructeur américain puisse pas rouler dans un championnat américain alors qu'il a une voiture qui peut rouler dans un championnat entre guillemets européen, même si c'est un championnat mondial. Donc, tu vois, enfin, Ouais, on, exact. on parle de convergence et tout, mais faut au moins aller au bout des choses. Si on te dit qu'en fait, Glickenhaus, on dit non, on peut pas parce que le constructeur est trop petit, bah ouais, mais la voiture, elle peut rouler en WEC et au Mans. Et le gars, il est américain. Pour parler vulgairement, il s'est fait chier à développer une caisse avec son propre argent. Et maintenant, on risque de lui dire mais monsieur, vous pouvez pas rouler. Donc j'espère que c'est juste un mauvais moment passager et qu'il pourra rouler l'année prochaine en GTP à Daytona. Et après, bon, c'est pas un secret de dire que beaucoup de gens aimeraient bien aussi que Bah, voir la vraie voiture américaine, quoi. ouais, oui, et puis voir aussi, pourquoi pas les 24 heures de Daytona inclus au calendrier WEC. Ce serait pas mal déjà, ça. C'est pas mal, tu vois. Ouais. Oh, déjà, il retourne aux US avec Sebring dans 2 mois, tiens. Ouais, on va déjà rester aux États-Unis pour Sebring pour 2 courses avec les 1000 miles et les 12 heures, avec un super poster officiel d'ailleurs qui a été Ouais. dévoilé hier et qui est vraiment très beau, qui fait très Miami Vice un peu. Et ouais, il y a déjà Sebring, ouais, ça va être sympa parce qu'on a commencé en 2012 le championnat du monde d'endurance à Sebring et sur là aussi une course commune. Là, c'était avec l'American Le Mans Series. Bon, là, on n'a pas de course commune cette année, hein, c'est 2 courses différentes parce que le format est différent. Mais écoute, est-ce qu'à l'avenir, on aura un championnat du monde d'endurance qui passera par Daytona, Sebring, pourquoi pas Petit Le Mans, même si Petit là, Le Mans, ouais, j'allais le dire. mais ça ferait quand même 3 courses sur le continent américain. Et bon, après, il faut voir aussi pour pas que ça éclipse aussi le championnat américain. Enfin, tu vois, il faut que tout le monde y trouve sa place. Quand le WEC, par Exact. exemple, est venu à Austin, ça a toujours été plus compliqué. Donc, bon, moi, je pense que c'est encore un petit peu tôt pour savoir. Mais bon, c'est bien que tout le monde arrive à s'entendre. Ça, c'est plutôt positif. Ouais. Tiens, Laurent, on a une question de Laurent Maillet. Quelle date pour Ah, l'annonce du plateau bon. ELMS?
Je vois que Laurent est toujours au taquet sur l'European Le Mans Series, hein, qui habite pas loin du Paul Ricard. L'équipe, je sais pas. J'avoue que j'ai pas trop de réponses. Je pense que ça devrait pas tarder, même si du côté de l'ELMS, on a toujours retardé un peu les inscriptions par rapport au WEC, parce que le WEC dépend de la FIA et il faut déposer une liste quand même assez vite. Et le LMS, on est un petit peu moins, entre guillemets, regardant. Et je pense qu'on va l'être encore moins cette année parce que tu as quand même 39 voitures en WEC, donc, dont des anciennes, entre guillemets, équipes LMS. Donc, il va aussi falloir trouver quand même des équipes suffisamment d'équipes pour rouler en LMS. Je pense que, bon, pas encore tout de suite. Et puis, attends, on a encore l'Asian Le Mans Series à vivre. Hein, donc, je pense que pour le LMS, il va falloir attendre encore un petit peu pour avoir une liste. Et on a un petit nouveau qui est arrivé, franco-français, en ELMS, c'est le groupe Virage. Francophone, oui et non. Enfin, oui, francophone, parce que Julien Gerby est français. Mais bon, la voiture, enfin, le team roule sous pavillon polonais. Espagnol. Ouais, et qui est basé en Espagne. Ouais, bon. Vive l'Europe, vive l'Europe. Voilà, vive l'Europe. Non, mais c'est bien, tu vois, ça, voir Virage en LMP2, c'est très bien. Voir BHK avec Augusto Farfus. Exact, qui revient, ouais. C'est très bien aussi. Donc, non, on n'est pas à l'abri de voir quelques nouvelles équipes aussi venir en LMP2. Et ça, c'est plutôt un signe encourageant. Maintenant, bon, j'attends de voir ce que ça va donner au niveau GTE. Je serais pas surpris. Alors ça, c'est mon avis personnel. Hein. C'est pas, j'ai pas d'infos réelles là-dessus pour l'instant, mais je serais pas surpris que dès 2023, on accepte déjà les GT3 en ELMS. Pour préparer. Ouais, je serais pas 2024. Ce serait pas une grosse surprise. Ok. Bah, déjà, tu n'as pas beaucoup aussi de GT3 jusqu'à présent. Michelin Le Mans Cup, hein, tu vois. Tu as beaucoup d'LMP3. 5-6 même pas. Et puis tu as des Ferrari quasiment. Donc, t'as une Porsche, c'est Zurixi et il gagne, c'est TFT. Avec Landauer. Ouais, mais donc ça aussi, ça devrait peut-être changer. Parce que je crois qu'en plus, Niki Leudwiller, hein, qui est le patron de l'équipe, qui fait rouler la Porsche TFT, j'ai cru comprendre qu'il pourrait rouler, du moins selon les rumeurs, en GT World Challenge Europe Endurance. Oh, joli. J'ai cru, mais je sais pas si vraiment c'est finalisé, hein, mais j'ai cru entendre que ça pouvait faire partie des plans. Bon, Laurent, on a bouclé ce Before Daytona. Ouais. Tu veux jouer au pronostic? Ouais, c'est un peu tôt là. C'est un peu tôt. Après, les pronostics, c'est toujours pareil. Les pronostics. Allez, le général. Qui c'est qui est au général? Tu peux jouer sur. Si tu veux, c'est toujours pareil. Si tu te fies aux chiffres, tu te fies à l'expérience, tu te dis, ouais, putain, Wayne Taylor, quand même, ça fait quelque chose. Après, tu te dis, ouais, mais il y a quand même les Français, là, la voiture des Frenchies, là, ça peut être pas mal. Après, tu as Bourdet chez Ganassi, ça peut être sympa aussi. Donc tu as quand même beaucoup de. Enfin, tous ces équipages-là, au final, peuvent l'emporter. Donc, ça va pas être simple. Mais c'est un peu ce que je disais mercredi sur le plateau pour Automoto la chaîne. Wayne Taylor Racing, si tu veux, c'est la valeur sûre. Okay. C'est la valeur sûre. Bon alors, allez. Est-ce qu'on verra un francophone sur le podium? Un français? J'espère. J'espère même, pourquoi pas, sur la plus haute marche. Hein. Non, j'espère qu'on verra un français. J'espère, ouais. Ouais, j'espère. Ok. Et en GTD aussi? GTD ou GTD Pro? Ouais, GTD Pro. GTD Pro, oui, GTD Pro, tu peux avoir un français. Hein. GTD Pro, tu as Patrick Pilet qui est chez KCMG, tu as Mathieu qui est chez PFAF, tu as des bons. Alors, pour parler des français en GTD, il y en a un qui, j'espère, va tuer le chat noir cette semaine et tout, c'est Franck Pereira. Ouais. Qui est chat noir et en plus, le pauvre, c'est jamais de sa faute. Il y a tout le temps un paramètre extérieur qui vient le brouiller. Et j'espère à Sebring. Mais oui, non, mais. Et j'espère pour lui qu'il va faire un bon résultat parce que c'est quelqu'un qui le mérite et qui a vraiment pas eu de cul l'année dernière et qui a pas eu de cul encore à la course qualif. Et j'espère pour lui que ça va faire un bon résultat et qu'il puisse tuer un petit peu ce chat noir ou l'étrangler ou je sais pas quoi faire ou le mettre à Cap Canaveral là-bas dans une fusée
j'en sais rien, mais ce serait plutôt sympa quand même et qu'il arrive à faire un bon résultat. Eh ben écoute, super. Bon Laurent, on se donne rendez-vous pour un after? On se donne rendez-vous pour un after si vous voulez, ouais, pas de problème. Tu me dis quand et pas de Ok, souci. eh ben on voit ça pour faire un petit débrief en espérant qu'on aura une course trépidante, je pense. Ouais, je suis assez confiant sur le fait qu'il y ait une course trépidante. Et puis en plus, c'est une course. Alors après, je ne vais pas faire de l'autopromotion, mais il y a quand même deux canaux, dont un canal français pour la suivre avec Automoto la chaîne qui va faire un peu de YouTube et un peu de chaîne télé. Et après, il y a le canal anglais évidemment sur IMSA TV. Donc c'est plutôt bien aussi que Automoto la chaîne et puisse retransmettre ces courses IMSA en plus sur la longueur parce qu'ils ont un contrat pour 3 ans avec pour l'instant les 4 courses d'endurance et des résumés des autres courses. Et je trouve quand même que c'est à souligner que des chaînes de télé retransmettent comme ça des courses d'endurance. Hein. C'est la même chose pour la chaîne L'équipe, c'est la même chose pour Eurosport, qui retransmettent les manches du WEC. Donc non, ça c'est plutôt positif quand même. Eh ben écoute, impeccable. Eh ben Laurent, je te remercie beaucoup. Ben, merci à vous. Et puis ben je vous souhaite tous une bonne soirée et profitez bien de ce week-end de course qui va être à mon avis tonitruant parce que ça va bien bagarrer. Et puis ben restez connectés, on vous donnera la date du before avec Laurent. Et de l'after. De l'after, voilà. C'est la fatigue. Donc voilà. Et Bon. Alban, la course dure 24 heures. Hein, va falloir dormir un peu. Hein. Donc voilà, bah tiens, regarde, je ne veux pas faire de la pub, mais regarde, je tourne à quoi en ce moment. Bravo. Donc voilà. Bon, eh ben allez, sur ce, messieurs, dames, passez une bonne soirée. Laurent, bon week-end de course. Merci Bonne à toi. chance pour. Enfin, pas bonne chance. Je pense qu'on t'entendra sur Automoto, donc bonne intervention. Merci bien. Et puis, bah, profitez bien de ce week-end de course.